du monde entier. Taillé Selassie, le ravissement des innocents. Roman. Traduit de l'anglais par Sylvie Schneider. NRF Gallimard 2014. Titre original Ghana Must Go. À Juliette Modoupé-Touakli, docteur en médecine. Ni tournesol ni rose ne poussent ici, mais des roches dans un sable strié de motifs effleurissent. Robert Hayden, Approximation. De temps à autre, un mot oubliait ce qu'il fallait oublier et laissait échapper la vérité. Renaissait Neblett, Snapshots, instantanés. Première partie, le retour. 1. Kweku meurt pieds nus un dimanche matin avant le lever du jour, ses pantoufles telles des chiens devant la porte de la chambre. Alors qu'il se tient sur le seuil entre la véranda fermée et le jardin, il envisage de retourner les chercher. Non. Ama, sa seconde épouse, dort dans cette chambre, les lèvres entr'ouvertes, le front un peu plissé, sa joue chaude en quête d'un coin frais sur l'oreiller. Il ne veut pas la réveiller. Quand bien même il le tenterait, il n'y parviendrait pas. Elle dort comme un taureau, un tubercule privé de sensation. Elle dort comme la mère de Kweku, coupée du monde. Des Nigérians en sandalettes déboulant devant leur porte dans des chars russes rouillés pourraient dévaliser leur maison sans la moindre discrétion, ainsi qu'ils y ont pris goût à Victoria Island, d'après ses amis en tout cas, grossiers rois du pétrole et cow-boys démobilisés dans la mégapole de Lagos, cette bizarre race africaine, intrépide et riche. Elle continuerait à ronfler mélodieusement. On dirait une composition musicale arrivée de bonbons et de Tchaïkovski. Elle dort comme une enfant. La pensée l'a malgré tout accompagnée de la chambre à la véranda. Risque fictif de perturbation, numéro qu'il se joue. Une habitude depuis son départ du village. Petite représentation en plein air destinée à un public composé d'une seule personne. Une ou deux. Lui et son caméraman invisible qui s'est enfui à son côté dans l'obscurité avant l'aube, en lisière de l'océan, et ne l'a plus quitté, filmant silencieusement sa vie, ou la vie de l'homme qu'il souhaite être et qu'il a laissé devenir. Dans ce plan séquence, une scène d'intérieur, le mari prévenant, qui ne fait aucun bruit tandis qu'il sort furtivement du lit, repousse les draps, pose ses pieds l'un après l'autre sur le sol, s'efforce de ne pas réveiller sa femme plongée dans un sommeil de plomb, de ne pas se lever trop vite afin d'éviter de déplacer le matelas, traverse la pièce à pas de loup, ferme la porte très doucement, et marche dans le couloir de la même façon, franchit la porte menant à l'atrium où, bien qu'elle ne puisse sûrement pas l'entendre, il reste sur la pointe des pieds. Il emprunte le court passage équipé d'un radiateur électrique qui relie l'aile de la chambre principale à l'aile du séjour, s'arrête l'espace d'un instant pour admirer sa maison. L'agencement de cette résidence de plein pied est remarquable, en aucun cas original, mais fonctionnel et élégamment conçu. Au milieu, un simple atrium flanqué à chaque coin d'une porte donnant sur les ailes du séjour, de la salle à manger, de la chambre principale et de la chambre d'amis. À 31 ans, il l'avait croqué sur une serviette dans la cafétéria de l'hôpital pendant sa 3e année d'internat. À 48 ans, il avait acheté le terrain à un patient napolitain, un riche spéculateur foncier lié à la mafia, atteint d'un diabète de type 2, qui s'était installé à Accra parce que, d'après lui, la ville lui rappelait Naples dans les années 50. Le contraste entre la richesse et l'indigence, l'air pur de la mer et les cloaques, les pauvres immondes et les nantis encore plus immondes de la plage. À 49 ans, il avait déniché un charpentier prêt à la construire, un septuagénaire affligé d'une cataracte aux abdominaux en béton, qui la termina seul en 2 ans, travaillant admirablement. À 51 ans, il y emménagea, mais la trouva trop calme. À 53 ans, il prit une seconde épouse, une conception élégante. Il s'arrêta au seuil de l'atrium, entre les portes, là où le plan est visible, où il distingue le canevas qu'il examine comme un peintre doit examiner sa toile ou une mère son nourrisson. Un mélange de respect et de crainte, non exempt de perplexité face à cette structure qui, née dans l'esprit ou le corps, était parvenue à émerger à l'extérieur, dotée d'une vie propre. Il est un peu déconcerté. Comment était-elle sortie de son imagination pour arriver devant lui ? Bien sûr, il le sait, grâce à l'utilisation convenable des outils adéquats. C'est pareil pour le peintre, la mère, l'architecte amateur. Elle n'en est pas moins un enchantement pour les yeux. Sa maison. Belle, fonctionnelle, élégante. Sa maison lui semble être le comble de la perfection, l'éthos dans son intégralité en l'espace d'un instant, comme un zygote fertilisé fusant inexplicablement du néant en possession d'un code génétique complet. Un enchaînement logique parfait. Les 4 cadrans, une allusion à la symétrie, à ses études, au papier millimétré, au compas, aux perpétuels allers-retours, etc. Un atrium gris, non un jardin vert, pierre polie, ardoise, béton traité, une sorte d'antithèse des tropiques, du pays, une patrie réimaginée aux lignes pures et droites, sans rien de luxuriant, de doux ni de verdoyant. En un instant, conçue là-bas, construite ici, des années plus tard, dans une rue du vieil Adabraka,
Un quartier résidentiel délabré, demeure coloniale, stuc blanc, chien errant. Ma plus belle œuvre. Hormis Taiwo, pensa-t-il soudain. Une idée saisissante. Sur quoi Taiwo, buisson noir en guise de cils roche, ciselé en guise de pommette, pierre précieuse en guise d'yeux, lèvres du même rose que l'intérieur d'une conque, une beauté improbable, une fille impossible, surgit devant lui, interrompant son numéro de mari prévenant avant de se dissiper en fumée. La plus belle œuvre que j'ai créée seule, se corrige-t-il. Il continue d'avancer dans le passage, franchit la porte de l'aile du séjour, traverse la salle à manger, la véranda, arrive au seuil, où il s'immobilise.